Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, on reste dans cette pléiade Albert Camus, mais on s'éloigne un peu de l'œuvre principale d'Albert Camus, puisque dans cette pléiade, il y a donc le théâtre de Camus, puis récits et nouvelles, et puis il y en a une deuxième dans cette pléiade faite dans les années 1960, pas très longtemps après le décès tragique de Camus. Eh bien, il y en a une deuxième avec les essais de cet auteur. Mais parmi la partie théâtrale qui débute donc le livre qu'on a ici, après les pièces de théâtre signées Camus, comme Caligula, comme Les Justes, comme Le Malentendu, l'État de siège, après cette pièce écrite à plusieurs, Révolte dans les Asturies, il y a toute une série d'adaptations ou de traductions faites par Albert Camus de pièces de théâtre, soit, comme ce sera le cas ici pour Les Esprits de Pierre de Larrivet, une reprise d'un texte ancien écrit en français, mais dans un français qui n'est pas celui du XXe siècle d'Albert Camus, et donc remis au goût du jour par l'auteur, soit des traductions de, par exemple, des auteurs comme Pedro Calderón de la Barca ou d'autres gens connus, Dostoïevski ou encore William Faulkner. Et donc, on entre dans la bibliothèque ou dans la théâtrothèque, je ne sais pas si le terme existe, je ne crois pas, d'Albert Camus. Voici des pièces qu'il a voulu reprendre, qu'il a voulu traduire ou adapter pour qu'elles soient donc visibles par le public de son époque. Et donc il commence, ou en tout cas nous commençons la lecture ici dans cette pléiade, par Les Esprits de Pierre de Larrivet, comédie en 3 actes. Alors, de quoi s'agit-il ? Laissons la parole à Albert Camus dans son avant-propos. Pierre de Larrivet est né en 1540. Il est mort en 1612. Ces dates sont seulement probables. Son importance dans notre histoire littéraire tient à ce qu'il est le plus doué de ces auteurs qui firent la transition entre la comédie italienne et notre comédie classique. Les Esprits, c'est donc la pièce dont il s'agit ici, par exemple, ne sont pas seulement sa meilleure comédie, ils donnent encore la plus juste idée du rôle qu'a joué Larrivet. Cette comédie est en même temps une libre adaptation d'une pièce italienne de Lorenzino de Médicis et le modèle que prit Molière pour écrire son Avare. Et on verra des ressemblances assez nettes. Je vous lirai un petit extrait tout à l'heure. On y trouve en particulier, c'est d'ailleurs cet extrait-là que je lirai, le fameux monologue que Molière modifia à peine, quand même, il donne des modifications substantielles et qui rendent la version de Molière un peu plus forte que celle de Pierre de Larrivet. Mais on y trouve quand même le fameux monologue que Molière modifia à peine, et un personnage d'avaricieux déjà poussé vers la comédie de caractère. Mais on y rencontre aussi, venus de la commedia dell'arte, d'authentiques figures d'arlequins et de ruffians que Larrivet s'est borné à débaptiser. L'adaptation qui est présentée ici avait été faite en 1940 et représentée en 1946 en Algérie pour les mouvements de culture et d'éducation populaire. Mais à la demande de Marcel Héran, elle a été spécialement revue et refondue pour le Festival d'art dramatique d'Angers. Si l'on me demandait quelle sorte de traitement j'ai fait subir à la comédie de Larrivet, je dirais seulement que je n'ai rien fait de plus que Larrivet lui-même quand il s'avisa d'accommoder la pièce de Lorenzino de Médicis. C'est intéressant comme remarque. On pourrait se dire, mais une pièce du XVIe siècle, il faudrait respecter le texte écrit en français, donc dans un français qui n'est peut-être plus tout à fait celui que nous parlons aujourd'hui, mais on devrait respecter
les gens de cette époque-là aient donné la pièce exactement comme elle s'est donnée à cette époque-là. Mais non seulement c'est impossible, mais en plus, ce que faisaient les gens de cette époque-là, c'est précisément reprendre, traduire ici des pièces italiennes par exemple, et les mettre à la sauce de leur lieu et de leur époque. Et ce que Camus a fait, c'est exactement la même chose au fond. Voici ce qu'en dit un commentaire ancien. Larrivée a supprimé plusieurs personnages. Le prêtre Giacomo est devenu le sorcier Josse. Le prologue de l'auteur eût paru fort cavalier au public français. Larrivée en a fait un tout neuf. Mon excuse pour avoir pris les mêmes libertés est que s'il est impertinent d'adapter Shakespeare ou Calderon, on peut s'autoriser quelque familiarité avec Larrivée. Alors, il y a Calderon qui arrive après, c'est l'adaptation suivante dont je reparlerai, que je n'ai pas encore lu. Est-ce qu'il prend des familiarités ou pas? Il semblerait que non, ou que moins qu'avec ce Larrivée qui peut-être est un peu moins connu que Shakespeare ou Calderon. L'ancien français, les longueurs d'un texte qui se ressent de ses origines improvisées, 2 ou 3 situations gratuites risquaient de faire oublier la richesse et les inventions de cette jolie comédie. Laissés à eux-mêmes, ces esprits eussent continué à dormir dans de vieilles et savantes éditions. Alors, quelle est la dernière édition critique précise de cette pièce-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a été rejouée dans une version originale? Je ne sais pas non plus. Mais elle a été rejouée dans la version de Camus, ça oui. On s'est amusé ici à les réveiller, donc les esprits, à les rafraîchir et à les faire passer sur notre scène au milieu du cortège des masques qui dansent déjà autour de leur naissance. Voilà donc l'avant-propos d'Albert Camus. Mais venons-en à la pièce des esprits de Larrivée, revue et corrigée ou adaptée par Albert Camus. Alors on a un certain nombre de personnages qui sont les personnages inspirés de la Commedia dell'arte, mais à la française. Ça, c'est l'apport de Larrivée. Séverin, qui est un vieil avare. Monsieur Josse. Frontin, le valet de Fortuné. Ruffin, qui est un ruffian. Ruffin. Aujourd'hui, il y a d'autres Ruffins qui se mettent en scène. Fortuné, amoureux. Hilaire, son père. Urbain, fils de Séverin. Gérard, père de Féliciane. Et quand même un personnage féminin, même s'il y a beaucoup de questions de personnages féminins, mais certains on ne les voit jamais. On a Féliciane qui est l'amante d'Urbain. Il y a une autre femme, mais qui est enfermée dans un couvent alors qu'elle est enceinte de l'un de ses personnages. Si je ne me trompe pas, il s'agit de Fortuné, qui est amoureux d'une autre femme. Alors, on a un dispositif avec plusieurs maisons, plusieurs habitants. On a la maison d'Hilaire, celle de Séverin et celle d'un certain Gérard, donc le père de Féliciane, qui sont donc sur la même scène et donc dans le même quartier d'une ville. À chaque maison, une fenêtre et une porte. Voilà. Le dispositif, 2 rues séparent les 3 maisons. Les personnages rentrent et sortent de chez eux, font 1000 tours et se livrent à des chassés croisés. À la cour et au jardin, ils entrent en bondissant sur des tremplins dissimulés en coulisses. On voit cette scène où des gens qui arrivent comme sur des ressorts. C'est assez intéressant à voir, ça doit être extrêmement dynamique. Mais de quoi s'agit-il? Donc on a des personnages assez typiques, un vieil avare, un amoureux, plusieurs pères avec leurs fils, et donc plein de possibilités de combinaisons amoureuses avec un personnage féminin, mais d'autres en coulisses ou plus loin. Bref, une histoire qui nous rappelle les comédies de Molière, et dont Molière, comme il a été dit dans l'avant-propos de Camus, se rappellera. Alors ça commence par un prologue où le personnage de Frontin, qui est le personnage qu'on voit le plus souvent, donc qui est le valet, une sorte d'arlequin en fait, eh bien, va nous expliquer peut-être un peu plus directement la situation. Mesdames et messieurs, voici quelques vérités que j'ai pris la précaution de numéroter pour m'assurer
contre leur perte. Vérité numéro 1. Un bon père vaut mieux qu'un mauvais, mais un fils averti saura tirer avantage du pire comme du meilleur. Vérité numéro 2. On a raison de dire que l'avarice est toujours punie, mais il faut malheureusement ajouter qu'elle trouve sa récompense en elle-même. Vérité numéro 3. Il y a certainement de bonnes et de méchantes actions, mais hélas, ce ne sont pas toujours les premières qui font le mieux rire. Moralité, l'homme est une décourageante créature. Là, je pense qu'il y a du Albert Camus dans cette phrase-là. L'homme est une décourageante créature. Et puis donc arrivera Ruffin et les autres personnages qui vont donc nous prouver ces vérités. Mais que viennent faire les esprits là-dedans, puisque la pièce s'intitule « Les esprits ». Alors je ne vais pas résumer l'histoire qui est assez compliquée, parce que c'est des intrigues amoureuses, plus l'intrigue du vol de 12 000 écus, si je compte bien, ou si je me souviens bien, pris à ce vieil avare qui s'appelle non pas Harpagon, mais Séverin, ici. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent et ces histoires d'amour, c'est très compliqué. Et les esprits, donc. Les esprits, eh bien, il y a un petit souci, c'est qu'une certaine Féliciane et un certain, là encore, il faut que je retrouve les noms des personnages, un certain Urbain, qui est fils de Séverin, donc fils du vieil avare, alors qu'il y a un certain Gérard qui lui est le père de Féliciane, et on a leurs deux maisons qui sont ici, se retrouvent à batifoler dans une de ces maisons. Évidemment, ça risque de ne pas plaire beaucoup au père, en tout cas au père de Urbain qui s'appelle Séverin qui est avare. Bref, il ne faut pas trop qu'on entre dans la maison pendant qu'ils sont en train de s'occuper. Et donc, on va faire croire qu'il y a des esprits. Et c'est donc pour ça que cette pièce s'appelle Les esprits, des sortes de diables. Et ces diables sont aussi peut-être ceux qui en veulent l'argent que possède Séverin. Alors allons voir justement un petit extrait où il y a éventuellement des diables, où l'on croit en tout cas qu'il y a des diables. Donc c'est une comédie en 3 actes, ils sont surtout présents dans le 2e, si je ne me trompe pas. Et on a donc Séverin qui se trouve avec un certain monsieur Josse, ce monsieur Josse qui a pour spécialité de chasser les diables. Donc Séverin et monsieur Josse. Je suis revenu, donc c'est Séverin qui parle, pour voir la cachette où j'ai dissimulé ma bourse. Séverin, c'est le vieil avare. Et puisqu'il n'y a ici personne, je vais voir si elle y est encore. Oh ma bourse, que tu es belle! Je ne veux plus te toucher puisque tu es resté comme je t'avais placé. Mon gentil trou, mon bon ami, garde-la moi encore 1 heure. Monsieur Josse entre, monsieur Josse. Le seigneur Frontin m'avait dit que je vous trouverais ici. Séverin, sursautant. Dieu vous garde, monsieur. Je m'étais baissé pour ramasser mon mouchoir que j'avais laissé tomber. Attention, faut pas dire qu'il y a une bourse. Au fait, que voulez-vous faire de cette baguette? Elle est bonne à 1000 choses et autres. À quoi? Eh bien, à marcher, à frapper, à gauler des noix, à faire des cercles et autres affaires. Quoi, vous ne comprenez pas? Je vous demande si elle est bonne pour les esprits. Pour les esprits, il n'y a rien de pire, ni de plus dangereux. Pourquoi l'avez-vous donc apportée? Pour les chasser, les tourmenter. Ah, et à quoi bon ce livret que vous tenez? J'en ai besoin. C'est aussi pour les esprits? Vous me posez beaucoup de questions. Ne vous étonnez pas, car je n'ai jamais vu conjurer les diables. Alors ne perdons pas de temps. Venez ici, approchez-vous. Faut-il se tenir près de la maison, tout contre la porte?
Je m'en garderai bien. Pourquoi? Parce qu'ils jettent des tuiles et des cailloux. N'ayez pas peur, car tant que vous serez avec moi, ils ne vous feront rien. Vous me le promettez? Oui, je vous le promets. Sur votre parole, sur ma parole. Approchez-vous donc. Je suis déjà très bien ici. Il vous faut vous approcher davantage. Mon Dieu, est-ce que vous ne pourriez pas faire tout ceci sans moi? Il est indispensable que le maître de la maison soit présent et qu'il m'aide. Approchez donc et mettez-vous à genoux dans ce cercle. Touchez comme le cœur me bat. Monsieur Josse mettant la main à son propre cœur. En effet. Ne vous en étonnez pas, car c'est toujours ainsi. Donc il a assez peur, notre ami Séverin, de ces diables, et puis il ne veut pas trop s'éloigner de son argent. Et donc ensuite on a des scènes où on va essayer de conjurer les diables. Les diables, évidemment, ce sont les personnages qui se sont cachés dans la maison, pas forcément pour y accomplir des diableries, ou peut-être si, mais pas celles que pense Séverin. Bref, on dupe le personnage. Et puis à la fin, les personnages déguisés en diable, avec des masques, sortent sur une pantomime avec de la musique. Les masques dansent une ronde. Nous dit-on ici, Frontin et Urbain se démasquent en riant à la fin. Puisque tout ça n'était que comédie. Donc on trouve ici un jeu de quiproquo, de malentendus, où on dupe le personnage qui est un peu naïf, et ce personnage donc est un avare. Alors, je ne vais pas prolonger beaucoup plus, mais quand même, cette histoire de l'avare de Molière, scène 7 du 3e acte, presque à la fin. Séverin est seul. On a donc un monologue. Mon Dieu, qu'il me tardait d'être débarrassé de celui-là afin de reprendre ma bourse, puisque personne ne me regarde. Ô m'amour, t'es-tu bien portée? Jésus, qu'elle est légère. Vierge Marie, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Hélas, je suis détruit, je suis perdu, je suis ruiné. Au voleur, au larron, prenez-le. Arrêtez tous ceux qui passent, fermez les portes et les fenêtres, misérable que je suis. Où cours-je? À qui le dis-je? Je ne sais où je suis, ce que je fais, ni où je vais. Hélas, mes amis, je me recommande à vous tous. Secourez-moi. Je vous en prie, je suis mort, je suis perdu. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Dans Molière. Dites-moi qui m'a dérobé mon âme, ma vie, mon cœur et toute mon espérance. Que n'ai-je une corde pour me pendre? J'aime mieux mourir que de vivre sans elle. Hélas, elle est toute vide. Mon Dieu, quel est ce barbare qui, tout d'un coup, m'a ravi mes biens, mon honneur et ma vie? Ah, chétif que je suis, que ce jour est noir et que cette heure est misérable. Pourquoi vivrais-je maintenant que j'ai perdu mes chers écus, que j'avais si soigneusement amassés, et que j'aimais plus que mes propres yeux? Mes écus que j'avais épargnés en me retirant le pain de la bouche, en ne mangeant jamais à ma faim, mes écus. Alors bien sûr, on entend le monologue d'Harpagon de Molière, presque en écho de celui-ci, avec quand même chez Molière des trouvailles plus subtiles, plus profonde, c'est un peu plus long. Alors, là encore, il y a des échos à Molière, à Albert Camus, qui adapte donc ici les esprits de Pierre de Larrivet. Qu'est-ce qu'il a gardé de ce monologue? J'imagine qu'il a dû être assez fidèle dans ce cas-là. En même temps, effectivement, un extrait comme celui-là montre au fond la circulation des textes, montre que un texte, et notamment quand il est joué au théâtre, c'est-à-dire quand il est dit
est sans cesse en train de se modifier. La pièce de Larrivée était inspirée de la Commedia dell'arte, où il y a beaucoup d'improvisation. Et donc, sans doute, ce personnage de Séverin, à l'époque, a-t-il pu en ajouter, en faire des tonnes, comme on dit, sur cette avarice qui fait que l'argent devient humain, devient m'amour, devient l'obsession unique du personnage. Et donc ici, évidemment, on en rajoute dans les versions théâtrales, Molière en rajoute, Camus vient bien des siècles plus tard mettre les choses à sa sauce dans les esprits de Pierre de Larrivée, mais au fond tout ça participe d'un même élan. Et on lit donc ces esprits de Larrivée version Camus avec un intérêt comparatif, mais aussi avec le plaisir de retrouver des schémas qu'on a déjà vus. On n'y comprend pas tout, surtout quand on est dans une pure lecture. C'est toujours un peu le problème de ce théâtre de papier qu'on a ici, c'est que, évidemment, le théâtre de chair et d'os nous permet souvent de mieux comprendre qui sont les personnages les uns par rapport aux autres, surtout qu'ils ont toujours des prénoms qui se ressemblent, et puis que on n'a pas forcément le temps de s'habituer à qui est qui. On ne nous les décrit pas pendant des heures, donc on est parfois un peu perdu en disant « Ah tiens, c'est qui celui-là ? Ah oui, ça c'est le père, ça c'est le fils, ça c'est celui qui est amoureux de l'autre, et puis etc. » Mais il y a un intérêt quand même à découvrir, en tout cas, cette œuvre des esprits de Larrivée dans cette version d'Albert Camus, pour montrer aussi que, au fond, ces œuvres oubliées, mais qui ont inspiré des grands classiques, eh bien, méritent parfois qu'on les réveille et qu'on les modifie peut-être un peu, mais surtout qu'on les joue. Parce que le théâtre, au fond, quand il est enfermé dans la bibliothèque de la Pléiade, il est certes intéressant, mais il est avec peut-être pas assez d'esprit. Il lui faut la diablerie qui consiste à lui donner vie, à se transformer en diable, ou en avare, ou en amoureux, ou en tout un tas de personnages qui donnent l'impression d'être toujours vivants. Voilà ce que je pouvais dire sur les esprits, comédie en 3 actes de Pierre de Larrivée, adaptée par Albert Camus.